Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra-trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Si on a l'habitude de parler de business dans ce podcast, pour ce 12e numéro, on va l'aborder avec un autre regard. Je reçois Nico Darmaillac, l'emblématique organisateur de la Skyrun, qui a décidé avec son équipe d'arrêter l'épreuve. On va revenir pendant 1 heure sur les raisons déjà évoquées, mais aussi sur ce qui peut être sans doute un malaise plus profond dans le monde du trail. Salut Nico. Salut Fred. Alors, comment ça va quelques heures après avoir définitivement rendu ce costume d'organisateur ? Alors bon, là je t'avoue que je l'ai quand même pas encore complètement rendu. À J+2, t'as encore beaucoup de choses à gérer, donc je pense qu'à J+15, on y verra plus clair. Mais tout va bien, hein, franchement, je suis assez serein. Hein. C'était mûrement réfléchi, hein, donc pour l'instant, aucun contre-coup. T'as repris même tes activités de prof de PS dès lundi matin, presque. Ouais, j'avais quand même négocié une journée. Lundi, c'était pas possible. Non, j'ai rattaqué mardi, ouais. Alors, cette dernière édition, septembre 2024, tu l'as vécu comment ? Comme une soirée de clôture, un peu comme les JO, comme les autres, ou comme un enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille, avec son esprit très festif ? Bon, moi je crois que je l'ai vécu comme les autres, mais en mieux, parce que effectivement on est sur une orga qui était de plus en plus rodée et que j'avais de moins en moins de choses à gérer et du coup ça déroulait et j'ai vraiment profité de plein de moments et j'ai l'impression d'avoir passé une journée XXL et énorme de 7h du matin à 5h du matin le lendemain. Alors, on va déjà revenir sur ton parcours, parce que plein de gens dans le monde du trail forcément te connaissent en tant que coureur, en tant qu'organisateur, mais dans ce podcast qui s'adresse plutôt au monde du business, au monde de l'entreprise, les gens ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours perso et ton parcours sportif ? Oui, parce qu'effectivement ça commence à dater, donc du coup il y a quand même beaucoup de gens qui me connaissent absolument pas, c'est ce que je peux comprendre. Donc moi j'ai fait du cyclisme à compétition depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Donc j'ai touché un petit peu le haut niveau entre guillemets, en tout cas jusqu'en junior où j'étais aux portes de l'équipe de France et que je vivais vélo. Hein, je rêvais pas forcément d'une carrière cycliste, mais bon j'avais un potentiel qui était intéressant. Et il y a une bascule à un moment donné qui s'est faite à 18-19 ans où j'ai dû faire le choix entre le cyclisme et mes études. Et sans aucun regret, déjà le milieu professionnel ou semi-professionnel me gênait quelque part. Et donc j'ai choisi de faire des études STAPS pour devenir prof de PS. Donc je suis parti, j'ai lâché un peu le vélo et pendant mes études de STAPS, j'ai découvert la course en montagne. Donc ça, on devait être dans les années 2000. Et j'ai connu la course en montagne, la course à la Rune, justement, à Asquin, où habitaient mes beaux-parents. Donc l'histoire, elle est née un peu là-bas, sur la Rune. Et depuis 2000, après, j'ai gravi assez vite et j'ai découvert le monde du trail. Un copain qui m'a montré des magazines, Trail Endurance, justement. Et en 2003, je me pointe sur les Templiers sans avoir mis les pieds sur une course de plus de 20 km. Donc j'ai pas marché pendant une semaine. J'ai fait les Templiers 2003, j'avais 23 ans. Et après, je suis parti sur un peu tous les formats. L'UTMB en 2005, j'avais 25 ans. J'ai fait beaucoup d'ultras. Voilà, j'ai fait 4 diagonales, 3 UTMB, d'autres ultras, bien sûr, un GRP, un Choix Trail, avec quelques performances. Et après, j'ai découvert aussi tout ce qui est skyrunning, skyrace, en Italie, au Pays Basque espagnol,
un inconditionnel de Segama que j'ai fait 6 fois. J'avais un dossard élite que j'arrivais à reconduire. Bon voilà, j'ai quand même une vision assez large de la planète trail entre les années 2000 et les années 2020. Et pourquoi ce monde du cyclisme te gênait déjà quand tu étais junior? Parce que moi aussi, j'ai été junior et j'ai vu l'évolution, mais toi, c'était quoi cette aversion pour le vélo? Bon, c'était complètement un milieu assez fermé où tu deviens plutôt libre, plus libre en fait. On te propose un pseudo contrat pour t'embaucher dans une équipe, là, DN1, DN2, DN3, je sais plus trop ce que c'était, peu importe, mais en tout cas. Et tu sens que tu perds ta liberté, hein. On va t'obliger à aller faire des courses qui te plaisent pas, on va te donner du matériel, donc derrière il faut rendre un petit peu rendre des comptes. Et non, j'ai jamais supporté d'avoir un entraîneur, j'ai jamais supporté qu'on m'impose de faire des choses. Donc du coup, je voulais rester libre aussi dans ma pratique. Alors après passage au monde du trail, alors t'as dit, t'as cité quelques courses que tu avais faites, mais je vais quand même citer aussi un palmarès parce que tu es non seulement un coureur, mais tu es quand même un bon coureur. Cinquième à la Diag, c'est ta meilleure perf, je crois, sur l'île de la Ouais, Réunion. quatrième ex aequo avec Antoine Guillon à l'époque, ouais. Ouais, quatrième ex aequo, on finit. Dixième de l'UTMB 2007. Euh, Ouais, Vainqueur de le Squal Trail en 2014, vainqueur du GRP aussi, du Grand Raid des ouais, Pyrénées sur 160, vainqueur dans le Mercantour. Et tu oui. cours toujours. Est-ce que tu es toujours autant passionné par le trail ou tu as plus aujourd'hui une envie d'aller en montagne? Parce que quand on te suit sur les réseaux sociaux, tu es aussi un montagnard aguerri. Oui, oui, bon, maintenant, moi, j'adore quand même courir. Mais là, je suis vraiment partagé entre voilà, me faire plaisir en montagne, enfin, faire de plus en plus d'alpinisme où je m'éclate avec mes copains et du trail de temps en temps, mais j'arrive plus à trouver les courses sur lesquelles je vais trouver ce compromis justement entre l'aspect un peu populaire, simple, et la compète, parce que j'aime bien aussi quand même la compète et me confronter à des bons coureurs. Donc ça, j'ai du mal à le trouver un peu maintenant. Alors, on revient à la course, cette fameuse et célèbre Skyrun. Alors, Skyrun, je précise, on en parlait l'autre jour à la conférence de presse, c'est aussi un jeu de mots entre la Rune, qui est le sommet qui domine, on va dire, la côte basque, hein, qui domine Biarritz et Saint-Jean-de-Luz à 900 mètres d'altitude. Et puis, bah, le côté skyrunning que tu évoquais tout à l'heure, qui te plaît toujours sur ces parcours engagés. En 2013, vous décidez de lancer cette course avec bah, tes potes, hein, ceux dont tu parles toujours, la Lémur Team, notamment le Lémurien, Nico Darmaillac, le Lémurien. La première édition voit le jour en septembre 2014. Pourquoi avoir créé cette course finalement? Peux-tu nous raconter comment elle est née? Bon, ben, elle est née de manière complètement aléatoire, hein, autour d'un apéro. Mais voilà, moi, ça faisait 15 ans que je pratiquais, que j'ai pu profiter de courses totalement improbables et géniales, avec des rencontres, tout ce que le trail amène de sain et de bon. Et du coup, je me dis, mais pourquoi pas, nous aussi, repartager ça et offrir comme je peux, ce que j'ai pu vivre en tant que coureur. Donc ça, c'était la première idée. Et après, effectivement, j'ai essayé de mettre un petit peu dans toutes mes réflexions, tout ce que j'avais vu de meilleur à droite à gauche, pour faire de cette Skyrun un truc qui n'existait pas vraiment, quoi. Et est-ce que dans l'idée, c'était aussi d'apporter un nouveau modèle de course un peu sur le territoire? Parce que Zegama existait, Cerzinal existait, il y avait des courses en Italie où il y avait une grosse ambiance, On pense à Trofeo Vanoni, à d'autres courses de ce type-là. Est-ce que l'idée, c'était aussi d'insuffler un nouveau mouvement de course en se disant, bah, profiter sur des formats courts, à la fois bah, de faire des distances qui sont abordables, où vous n'allez pas passer 10, 15, 20, 30 heures en montagne, et puis après profiter aussi d'un nouveau concept, cette fameuse soirée Skyrun. Ouais, ouais, voilà, toi, les courses que tu as évoquées, si tu fais attention, elles sont toutes à l'étranger. Il n'y en avait pas en France. Et que du coup, je pense aussi à Girdimont ou à Dolomites Sky Race en Italie. Et l'idée, c'était, je trouvais qu'en France, on faisait vraiment une bascule trop importante vers les formats longs. Tu vois, trop valorisé. Les gens partaient vraiment que sur du long. Et je me suis dit, alors que moi, j'en faisais aussi, tu vois, c'est un peu paradoxal, mais je me suis dit, ces courses courtes, il faut quand même les mettre en avant et faire un truc à cheval entre la course en montagne, le trail, mélanger un petit peu tous ces univers pour offrir une course qui peut satisfaire tout le monde, quoi. Avec un fort dénivelé pour voilà, coller toujours au skyrunning qui me plaisait. Et voilà comment est né un peu ce format un peu hybride 21-1007. Tu pensais que ça pouvait faire des petits, ou en tout cas le modèle pouvait être dupliqué après sur d'autres courses, bah justement dans les massifs montagneux, les Alpes, je pense notamment
à la Sky Race des Matézins, qui a un profil exactement de celui de la Skyrun. Est-ce que tu te disais, bah tiens, on va me contacter, on va mettre des maillots distinctifs, on va reproduire le modèle, ou c'était vraiment la Skyrun avait son identité, son ADN, son âme? Moi, je pense que la Skyrun, elle aura toujours son identité propre, mais il faut quand même pas oublier que nous, on n'a rien inventé. Hein. Moi, j'ai juste mélangé tout ce que j'avais vu aussi ailleurs. Je pense que la Skyrun n'a rien inventé. Elle a mélangé tout un tas de trucs qui existaient déjà, et puis je suis très content que certains les reprennent. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Tant mieux, tant mieux. Alors 2023, tournant, qui est peut-être même un petit peu déjà anticipé en 2022, vous prenez la décision d'arrêter la course et que la date du 20 septembre 2024 sera la dernière épreuve. Pour quelle raison? Voilà les raisons. Et il faut y passer un peu de temps pour vraiment comprendre, mais on arrive sur un modèle d'organisation où on n'arrivait plus à joindre les deux socles un petit peu de la Skyrun, à savoir une course spectacle qui touche les élites et qui va vers le professionnalisme de la discipline, dans tout ce que ça entend, hein, y compris toutes les prestations, avoir une course de qualité, quoi, vraiment. Et derrière, toujours conserver cet aspect populaire, accessible à tous, qui fait aussi le succès de la Skyrun, où la soirée, tu as bien vu le mélange, hein, c'est pas une soirée réservée aux élites ou entre teams, machin, c'est vraiment une espèce de mélange où tout le monde est pareil, quoi, du bénévole à l'élite qui a 900 points ITRA, quoi. Et je trouve qu'on est arrivé à la fin de ce modèle on ne peut plus rallier les deux. Le professionnalisme se développe à une telle vitesse de manière croissante ces dernières années que ça a un impact économique fort sur l'organisation. Donc le budget global inéluctablement augmente considérablement. Et la seule façon de résister à ça, c'est ou de trouver des mécènes, mais ça c'est quand même compliqué, ou la solution qui est optée par 99% des organisateurs, c'est d'impacter toutes ces prestations sur le prix du dossard. Et ça, pour moi, on aurait pu continuer avec une inflation de 10 euros. Les gens y seraient quand même venus. Je pense qu'on aurait toujours fait le plein, même à 20 euros de plus. Sauf que pour moi, ça crée une discrimination sociale qui me gêne profondément. Je ne veux pas que le trail ne devienne uniquement réservé aux gens qui ont les moyens et aux CSP+, ce qui, il me semble, on en prend la direction sur des gros événements et ça me gêne. Donc du coup, le modèle, je trouve qu'il ne correspondait plus du tout à notre modèle initial, sachant qu'on avait commencé à 15 euros. Hein, tu vois, l'idée c'était que vraiment ça soit accessible vraiment facilement. Et voilà l'explication majeure. Maintenant, on pourrait rentrer dans tous les détails, hein, c'est assez complexe, mais il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre le pourquoi on continue pas. Alors si on parle un petit peu business, avant de parler de votre vision plutôt anti-business, ou en tout cas de dire non au trail business, c'est quoi le budget 2024 de la Skyrun versus celui de 2014? J'ai regardé les chiffres, là, je sais pas, tu m'as demandé de regarder, ça a à peu près quadruplé. On était à un budget global en 2014 à peu près à 17-18 000 euros et cette année on était à 90 000 euros. Et c'est vraiment une inflation qui est inéluctable. Oui, clairement oui. Pour moi, alors bien sûr, hein, les prestations 2014-2024, c'est pas les mêmes. Hein. On a quand même eu un événement hein, qui s'est développé et on a fait appel à des professionnels de plus en plus pour avoir quand même quelque chose qui ressemble à une course de haut niveau en termes de qualité. Mais n'empêche que sur des prestations équivalentes, tu te rends compte quand même qu'au fil des ans, tout augmente parce que ce sont devenus des métiers. Donc ça, je comprends que pour en vivre, il faut augmenter les prestations, alors qu'avant, tu as un statut à peu près semi-pro, tu as un petit métier à côté, ton deuxième métier, c'est ces prestations-là. Maintenant, ce sont des prestations qui sont 100% professionnelles. Et donc, du coup, il faut que ça se paye à un niveau professionnel. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est comme je te dis, c'est qu'après, ça impacte quelque chose sur ton organisation et que c'est le coureur qui va le payer et qu'après, forcément, ça crée une discrimination. Tu as eu aussi des marques qui sont venues te soutenir. Alors, deux marques, on va dire, de Haute-Savoie, de montagne. Une qui était Scott au début avec Pascal Giguet. Et ensuite, c'est Salomon qui a pris la suite avec Xavier Fonte, responsable marketing événement. Quelle est la participation aujourd'hui financière d'une marque pour venir sur la Skyrun? C'était quoi? Alors, toi, tu as les chiffres des autres courses. Moi, j'ai que les chiffres de la mienne. Très clairement, c'est 3 000 euros.
Mais après, il faut quand même aussi ne pas oublier qu'ils amènent des équipes vidéo, des athlètes. Bon, il y a quand même tout ce qui va autour, hein, les dotations podium qu'on pourrait chiffrer, mais en termes de cash, c'est 3 000 € pour une course comme la Skyrun. Et ça a toujours été la même, que ce soit Scott en 2014, enfin 2015, peut-être. Non, 2014, je crois, dès 2014, ou Salomon en 2024, ça a toujours été 3 000 €. C'était même inférieur, je crois, mais peu importe. Enfin, nous, on n'a jamais fait de surenchère. On n'a jamais voulu changer de partenaire. Salomon n'est pas venu parce qu'il mettait plus que Scott. La transition, elle s'est faite parce que il y avait des relations humaines qui se perdaient d'un côté et un intérêt de l'autre côté. Mais en fait, les gens, eux, ils voient que la marque et le côté business, mais alors que nous, on n'a jamais été dans le business. On n'a jamais parlé argent, en fait. Nous, on a toujours pris ce qu'ils nous donnaient et eux, ils ont toujours pris la Skyrun comme elle était. Ils nous ont jamais demandé quoi que ce soit non plus, tu vois. Ça a été vraiment une relation hyper saine, en fait. Alors que, effectivement, on pourrait croire qu'il y a énormément de business. Les Golden Series, Golden Trail World Series. Ben, nous, on n'a jamais été là-dedans, en fait. On a toujours bénéficié de ça parce qu'ils sont venus vers nous, mais nous, on n'a jamais couru après. Alors que oui, justement, si tu veux parler business, à un moment donné, on a parlé de skyrunning. Nous, on aurait été intéressés par le skyrunning. Parce que tu sais, la fibre que j'ai pour le skyrunning. Et bien, je me suis toujours refusé finalement à y aller. Parce que finalement, pour rentrer dans ces circuits-là, il faut payer. Et je crois que c'est un chèque maintenant qui est égal à peu près à 10 000 ou 15 000 € selon la manche et la valeur de ta manche. Non, mais c'est hors de question. Alors justement, est-ce que le territoire aussi, la commune d'Asquin, que tu connais bien, vous a aidé pendant ces 10 ans? Est-ce que eux, ils se sont dit, il y a une opportunité, votre épreuve est hyper médiatique, on voit qu'elle a une renommée, des retombées partout en France, ça crée une réputation. On connaît le petit train qui est plutôt destiné aux personnes âgées qui montent à la Rune. Finalement, ça donnait une image. Quel a été le regard de la commune et du maire d'Asquin? Bon, ben là, je pense que ils n'ont pas mesuré l'ampleur du projet. Le trail, c'est un milieu qui est quand même assez intimiste et il n'y avait pas d'affinité particulière pour ce milieu-là au niveau de la commune. Donc on peut juste les remercier pour l'appui logistique qu'ils ont réalisé depuis 10 ans. Financièrement, on n'a jamais eu un seul euro de la commune d'Asquin. On a juste quelques pouvoirs publics qui nous ont soutenus un petit peu, l'office du tourisme, t'es bien placé pour le savoir. Un peu le département, si tu veux des chiffres, c'est 2 000 €. Et la région Nouvelle-Aquitaine, c'est 2 000 €. Voilà. On n'a jamais eu plus. Après, ça passe par des demandes particulières, hein, des affiliations, des espèces de labels qu'il faut obtenir. C'est insupportable. Donc, non, on n'a jamais eu plus que ça. Et après, bon, tu le sais aussi, on est quand même dans un secteur géographique qui n'a pas besoin du trail pour vivre du tourisme. Donc, c'est aussi un peu différent par rapport à d'autres régions hein, où là, ils misent vraiment beaucoup là-dessus. Alors, est-ce qu'à un moment, à l'inverse, vous avez eu des messages ou des pressions, tu le disais, du département, de l'Office du tourisme en Pays Basque, Nicolas Prince, qui vous ont dit, bah, finalement, ça serait peut-être bien de passer sur des formats un peu plus longs, où les gens viennent un peu plus longtemps sur le territoire, où on puisse avoir un peu plus de retour économique. Est-ce que vous avez eu ces messages-là? Ouais, les messages n'ont jamais été directs, mais oui, indirectement, on a bien senti des fois que on nous aurait poussé à ouvrir à plus de coureurs ou à développer d'autres formats, parce que ça, le succès, il y était. Donc derrière, les retombées économiques, c'est plus du tout les mêmes pour le territoire. Une course à 500 coureurs, une course à 5000 coureurs. Mais là, c'est absolument là où je ne voulais pas aller, et tout ce monde que je critique, parce que là, tu perds complètement tes valeurs et tu changes ton projet initial sous à cause de certaines pressions. L'argument qui est avancé maintenant toujours, c'est faire plaisir à un maximum de gens. Nous, organisateurs, on veut faire plaisir à un maximum de gens, en parlant des coureurs. Hein. Mais ça, c'est complètement faux. C'est, c'est la connerie, ça. Parce que de toute façon, tu peux ouvrir à 5000, tu auras 10 000 demandes, tu peux ouvrir à 10 000, tu en auras 20 000 demandes. Donc, en fait, tu feras jamais assez d'heureux. Mais le problème, c'est que tu perds ton modèle de course et que tu tombes dans des travers économiques. Voilà, des pressions de partenaires qui soient touristiques, qui soient de marque, hein, et là, tu vas pas dans la bonne direction. Alors la Skyrun était organisée sous forme associative, bien sûr, absolument pas sous forme entreprise. Aujourd'hui, l'association va être dissoute ou elle va perdurer en ne vivant plus. Et l'argent qui vous reste, même si on sait que vous en distribuez beaucoup du côté des associations, notamment vous aider des enfants, des enfants en situation de handicap, des familles qui ont souffert de ça. Vous allez faire quoi du reliquat d'argent qui pourrait vous rester? Bon, alors, la première chose, effectivement, on avait créé l'asso pour la Skyrun parce qu'il fallait un support associatif, hein,
pour avoir un compte en banque et gérer toute la partie administrative d'une organisation. Donc l'association, elle perdurera, hein, parce que en fait c'est l'association des copains, hein, ça s'appelle pas la Skyrun, ça s'appelle la Lemur Team. Donc ça, le groupe il vivra toujours, hein, on n'est pas prêt de s'arrêter à partir en montagne, à faire du vélo tous ensemble. La partie bénéfice 2024, s'il y en a, effectivement, on s'est pas encore posé la question. On avait tout fait cette année pour dépenser un maximum d'argent. Puisqu'en fait, la règle depuis 2014, ça a été, il n'y a pas 1 euro qui ira au sein de la Lemur Team. C'est que chaque année qu'on a fait des bénéfices, les bénéfices ont été repoussés à l'année d'après pour la Skyrun suivante. L'association, moi je te dis pas 0 €, c'est un mensonge, on a toujours utilisé environ 1000 € pour financer une partie de l'Assemblée Générale qu'on était obligé de faire tous les ans. Voilà, c'est uniquement ça qu'on a mis de côté. On n'a jamais payé de maillot, jamais payé de course, jamais payé de voyage, de ce que tu veux. On a toujours été clair avec l'argent. Il y a ces deux choses séparées, la Lemur Team et la Skyrun. Alors là maintenant, après la dernière, là, si je te dis que j'ai encore 10 jours de boulot, c'est notamment pour la partie financière et régler toutes ces factures, hein, et faire les comptes. Et donc du coup, on se posera la question dans quelques mois, effectivement. Alors cette décision, on a bien compris qu'elle était irrévocable, la décision d'arrêter la course. Est-ce que tu as eu des propositions de reprise, de rachat, de transformation, d'évolution depuis que tu l'as annoncé au printemps 2024? Non, tout le monde a eu la correction déjà de nous laisser tranquille jusqu'à ce qu'on passe cette édition. J'imagine qu'il y en a qui ont des idées. Après, maintenant, pour l'instant, il n'y a aucune perspective. Mais bon, moi, je suis pas prêt de lâcher mon truc, hein, parce qu'effectivement, je suis pas sûr que les gens, ils arrivent à tenir des telles lignes avec les pressions, les tentations. Donc, j'en ai aucune idée. Non, il n'y a pas de perspective du tout pour l'instant. Alors, on va juste finir ce volet un petit peu course, épreuve, avec une chose qui te tient énormément à cœur, c'est les jeunes, puisque tu es prof d'EPS. Tu as lancé, je sais plus, 2016-2017, la Tiki, qui était une course de 10 km et 600 mètres de dénivelé sur le parcours de la course des grands. Alors c'est un peu le modèle du vélo, hein, le Tour de l'Avenir par rapport au Tour de France, bien sûr les Paris-Roubaix juniors par rapport au Paris-Roubaix élite. Et finalement, ça a été un succès. La première année, c'était uniquement 30 coureurs. Cette année, c'était plus de 250 jeunes. C'était incroyable. Et puis surtout, ça a montré l'exemple, c'est que les jeunes qui ont remporté la course se sont imposés ensuite sur la course élite. On pense forcément à Loïc Robert, le local, et puis ce week-end, Sylvain Cachard. Est-ce que tu n'as pas un petit pincement au cœur de laisser ces jeunes un petit peu orphelins? Bon, non, je le prends pas comme ça. Au contraire, je suis bien heureux de leur avoir fait vivre, hein, ces émotions et découvrir ce volet un petit peu du trail. Parce que depuis 2016, effectivement, ça a été compliqué à lancer, mais on a tout un tas de teams là, jeunes qui sont venus depuis le début. Et au fil des ans, je me suis aperçu finalement, ces teams, je suis pas sûr qu'ils véhiculent au fil des ans les bonnes valeurs. Et j'étais content qu'ils viennent à la Skyrun, parce que c'est déjà des jeunes qui sont tout le temps sur les réseaux, qui vont faire uniquement des performances. Et à la Skyrun, c'était autre chose, quoi. C'était des jeunes qui ont apprécié de faire la bringue, de faire la fête et de vivre un truc complètement dingue. J'avais l'impression de les sortir un peu de leur système, et ça, c'est une vraie satisfaction, quoi. Merci pour cette première partie, Nico. On va parler au côté business dont tu parlais tout à l'heure et on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu parles de professionnalisation de la discipline. C'est une professionnalisation autour des organisations, autour de l'environnement économique. Mais finalement, est-ce que cette professionnalisation en 2014, elle existait déjà un petit peu? Bah oui, elle existait forcément un petit peu. Tu l'as cité. Moi, en tant qu'athlète, j'étais déjà dans le team ASICS 2008, 2009, 2010. Hein. Je suis parti pour les mêmes raisons. Ça m'a saoulé. Mais oui, ça existait déjà plus ou moins. Parce que moi, ce qui me gêne, c'est la croissance inarrêtable. Et que de toute façon, plus le gâteau il sera gros, ça résoudra pas les problèmes en fait. Tu vois, il y a des sports professionnels à 100%. Quand tu vois ce qu'est devenu le rugby, par exemple, c'est pas bon, c'est pas sain. Alors justement, on parle des statuts professionnels. On entend beaucoup en ce moment parler de la Pro Trail Runner Association. On entend parler de beaucoup de coureurs, tu le disais, sur les réseaux sociaux qui se revendiquent comme professionnels du trail running.
Mais toi qui as côtoyé le monde du vélo aux portes d'une époque où c'était où le professionnalisme était au début, hein, c'est pas du tout aujourd'hui ce qu'il est. Tu le suis encore le vélo. Pour toi, ça serait quoi être professionnel en trail? Parce que finalement aujourd'hui, tout le monde se dit professionnel, mais on a quand même l'impression que certains professionnels sont plutôt des SDF du trail que des vrais pros. Mais oui, et c'est ça un peu dans tous les sports, en fait. La problématique du sport, c'est que pour devenir professionnel, tu es obligé de commencer de plus en plus jeune, parce que physiologiquement, il faut te développer très jeune, il faut y passer des nombres, des heures et des heures et des heures. Donc, 8 fois sur 10, ces jeunes-là, ben, les études, elles vont être un peu de côté. Certains vont réussir à franchir le cap et devenir professionnels. Donc, si le sport est porteur, tu gagnes bien ta vie, mais tu la gagnes bien temporairement. C'est qu'en fait, le sport, tu dépends de ton corps. Et malheureusement, à 35 ans, ton corps, il peut plus rivaliser avec ceux qui ont 20 ans. Et du coup, c'est un cycle qui, dans le meilleur des cas, c'est une vision à moyen terme. Et à long terme, la problématique, c'est quand tu as tout arrêté tes études avant, et qu'est-ce que tu fais quand ça s'arrête? Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, à 23 ans, tu te fais une fracture de fatigue et tu reviens jamais. Et du coup, je trouve que le sport est trop porteur de désillusions plutôt que de rêves accomplis. Les Jeux Olympiques, c'est la vitrine. C'est beau, ça fait vibrer. Mais on oublie toujours tous ceux qui sont restés sur le carreau, qu'on a éliminé, qu'on a broyé. Et pour moi, c'est ça qui est dangereux. Et si on devait définir aujourd'hui dans le trail que tu connais, et tu le rappelais dans un team, un statut professionnel, il serait établi sur quelle base? Toi, t'apporterais quel regard si tu devais faire partie de débats à ce sujet? Bon, non, mais moi, tu as bien compris, moi je suis contre ça, parce que je trouve qu'il n'y a pas de solution. Parce que l'athlète, ça sera toujours la dernière roue du carrosse. Et lui, il est dépendant de son corps et de sa santé, et que de toute façon, on va le pousser à aller à la limite. Tu peux mettre le cadre médical que tu veux, il faudra de toute façon qu'il aille à la limite. Parce que le seul objectif, c'est la performance. On va les pousser à la performance, à la recherche de résultats. Et de toute façon, il y aura de la casse. Et l'humain, il passera après. Voilà, c'est obligatoire. Je crois qu'il n'y a pas de solution. Le sport professionnel, pour moi, est dangereux pour les jeunes. Et du coup, il faut absolument avoir une porte de sortie avant d'aller vers le professionnalisme. Mais ça veut dire mener de front des études et une vie d'athlète de haut niveau. Et ça, à un moment donné, il y en a beaucoup qui font le choix de basculer du mauvais côté. Parce que c'est hyper dur à mener les deux de front. Et aujourd'hui, des athlètes qui revendiquent un statut en ayant 5 000 euros à droite, 8 000 euros à gauche et tout, pour toi, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'il manque peut-être d'encadrement, de conseils pour les aiguiller dans justement ce schéma un petit peu plus professionnel, ou en tout cas vivre de son sport, mais aussi développer des compétences à côté pour pas aller dans le mur à 25, 28, 30 ans. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est que à court terme, ils en profitent énormément. C'est chouette, hein, c'est une belle vie. Hein. Ils voyagent à droite à gauche, ils font les courses de leur rêve. Mais le problème, c'est que il y a pas de CDI là, quoi. Tu vois, c'est vraiment à court terme. Tu sais pas ce qui peut se passer le lendemain, quoi. Si t'as un accident de la vie, un accident de la route, ta carrière elle est finie. Tu vois, c'est même pas forcément le sport qui peut te broyer. Mais si ton corps il peut plus répondre aux attentes de ton sport, t'as plus rien. Donc moi, ce qui me gêne, c'est quoi? C'est l'athlète. Hein, il est dans ce monde du professionnalisme. C'est pas lui qui va tirer le maximum de bénéfices. C'est tous les gens qui sont autour. Eux, par contre, oui. Mais l'athlète, non. Alors que moi, pour moi, l'athlète, il n'y a rien de plus précieux qu'un athlète. Quoi. C'est eux qu'il faudrait protéger et vraiment mettre au milieu du système. Et quand tu vois la valse des teams maintenant et des contrats, des machins, tu vois bien qu'il y a un problème. Alors justement, est-ce que, je vais te pousser un petit peu plus loin, est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire tout ça? Parce que dès 2014, quand tu lances la Skyrun, sur un modèle qui a absolument pas évolué ni changé en 10 ans, tu avais déjà mis en place des primes de course, tu avais des sponsors, il y avait une médiatisation qui était forte, qui en a fait la réputation. Il y avait des maillots distinctifs, comme dans le vélo, meilleur grimpeur, meilleur jeune, meilleur descendeur. La course a fait aussi partie des Golden Trail National Series et même World Series une année avec un plateau exceptionnel. Est-ce que finalement, c'était pas les ingrédients du trail business et de la professionnalisation? Est-ce que tout ça, c'est pas contradictoire? Alors ça allait forcément un peu. Pour les gens, ça allait beaucoup. Pour moi, ça allait que un peu. Parce que pour moi,
la priorité à la Skyrun, c'est de mettre l'athlète au centre et l'athlète en premier. Alors que je trouve que dans le trail business, l'athlète, il sera pas en premier. C'est faux. Et que je trouve que c'est là quand les athlètes n'ont qu'une vision à court terme, au moyen terme, et qu'ils ont du mal à voir que le système, de toute façon, les mettra de côté un jour ou l'autre. Alors que nous, à la Skyrun, j'ai vraiment tout fait pour que ce soit l'athlète qui bénéficie du maximum des quelques moyens qu'on avait. Donc mettre du prize money, pour moi, c'était pas un problème. Au contraire, c'est une petite reconnaissance. Mais bon, Sylvain, hier, il a gagné 900 euros. Et tu vois, bon, quand tu gagnes Roland Garros, j'ai pas le chiffre, mais tu vois, c'est pas pareil, quoi. Donc 900 euros, c'est bien, hein, mais je suis content de lui faire plaisir avec ça. Mais c'est pas ça qui va le faire vivre pendant des années, alors que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Sachant qu'il a aussi une formation d'ingénieur à côté et qui continue de travailler. Il a fait ce choix, pas Oui, non plus comme d'autres. Et non, mais voilà, mais ça c'est des coureurs intelligents, mais j'ai peur qu'il y en ait de beaucoup moins en moins. C'est ça qui me fait peur. Thibaut, voilà, on l'a cité à la conférence de presse, c'est le contre-exemple parfait. C'est que lui, il a fait une carrière depuis 10 ans, il a parcouru le monde entier, il s'éclate, il est fidèle à sa marque et sa marque lui renvoie. Il a une vie de rêve, mais faut pas oublier que Thibaut, il est kiné. Et que si sa carrière elle avait vrillé à un moment donné pour X raisons, ben il serait à Besançon, il serait kiné, et je pense qu'il serait heureux aussi, quoi. Ben là, lui, il a réussi. Mais des Thibaut, il n'y en aura pas beaucoup. C'est ça qu'il faut pas s'identifier à ces champions, à ces rares mecs qui réussissent. Par génération, il n'y en aura pas 50, quoi. Et maintenant, des jeunes qui rêvent de faire ça, il y en a trop, quoi. Et ceux qui sont pas encadrés, ils vont se casser les dents. alors tu parles de Thibaut Barognan, bien sûr, qui a Oui. remporté la course une année aussi. Et Ouais, deux fois. Deux justement, fois. Et ce parcours de Thibaut et sa présence, après avoir participé à l'UTMB cette année, il voulait absolument être présent pour te remercier aussi. C'est une récompense pour toi d'avoir un athlète comme Thibaut, parce que on sait qu'il est simple, qu'il est accessible, qu'il est généreux. De l'avoir cette année quand même sur l'édition, la 10e édition, sachant qu'il allait pas courir. oui, c'était important. C'était important. Je lui avais mis une pièce comme ça au printemps. Bon, il y avait l'UTMB, forcément, son premier UTMB qui lui a fait un focus toute la saison. Donc, j'ai jamais relancé. Voilà, je l'ai laissé faire. Et puis, 10 jours avant, il m'a dit, Nico, je serai là. Non, c'était la veille de l'UTMB qui m'a envoyé un SMS sur WhatsApp. Nico, je serai là. Et ça m'a fait plaisir, tu vois, mais vraiment. Parce qu'effectivement, Thibaut, il a adhéré en 2016. On était soutenu par Scott, hein, donc ça n'a rien à voir avec Salomon, tu vois. Et il a adhéré à ce projet Skyrun avec tout ce qu'il y avait autour. Et la première brain qu'il a faite, elle était incroyable. Et samedi, on a fini à 4 heures du matin dans un gîte avec Thibaut. Mais voilà, c'est incroyable. Mais voilà, mais Thibaut, c'est quelqu'un qui était complètement dans l'esprit Skyrun et qui a quand même beaucoup d'athlètes qui n'ont pas saisi ça, quoi. Si demain, Thibaut, il te disait, j'ai envie de la reprendre et de relancer cette idée parce que c'est une course qui me correspond, j'adore et tout, tu serais partant pour lui donner les clés du camion? Là, t'as des infos que j'ai pas. Mais là, ça me ferait un peu plus peur parce que Thibaut, il a quand même un pied du côté business, tu vois. Alors moi, j'en avais zéro. Moi, j'ai jamais gagné 1 euro avec tout ce que j'ai fait. Je pense que ça serait un peu dangereux quand même. Alors tout à l'heure, tu parlais justement de ce côté non au trail business, hein. C'est un article qui est aussi paru ce week-end dans Libération de Carole Suas qui dit: La Skyrun s'arrête pour dire non au trail business. Tu portes des valeurs fortes, tu nous l'as dit tout à l'heure, des valeurs de supporter les coureurs, supporter l'organisation que tu as mis en place avec tes copains. C'était un engagement fort. Vous vouliez aussi avoir une approche très sociale, tu l'as dit. L'argent est important. Tu voulais pas créer de discrimination sociale entre les coureurs. Sachant que je précise, tu faisais payer tout le monde, c'est-à-dire qu'on soit élite à 900 ou coureur amateur, tout le monde payait son dossard, même si après tu t'accordais quelques facilités aux coureurs élites, mais tout le monde payait son dossard. Est-ce que c'était important aussi d'avoir cet équilibre entre tout le monde? Oui, oui, ouais, vraiment. Là, j'ai senti l'évolution au fil des ans. C'est que, au fur et à mesure que ça avançait, j'avais des négociations improbables avec certains athlètes, quoi. Ça va de l'athlète niveau régional qui veut te négocier juste le prix d'Ossard parce qu'il se considère comme élite, alors qu'il fait des podiums dans ses courses de village
Athènes. J'ai dit, mais non, si je te l'offre à toi, à Skyrun, j'en offre 100, quoi. Et du coup, je fais comment? Et après, des négociations avec des élites plus, à qui, cette année, j'ai eu des questions improbables avec un coureur portugais, je ne le citerai pas, mais il fallait donc négocier au début ses frais de déplacement. J'ai dit non, ça en fait pas. Je peux t'héberger. Oui. Alors si tu m'héberges, est-ce qu'il y a les repas? C'est un mobil-home, tu peux faire à manger. Ah, et tout comme ça. Donc en fait, c'est vrai qu'on avait fixé des règles assez précises à la Skyrun. On fait payer le dossard à tout le monde. Après, on avait fixé une règle à partir de 850 points ITRA et tu avais le dossard offert. Et nous, on a toujours fait des facilités pour l'hébergement. On a hébergé les athlètes. On n'a jamais mis 1 euro pour déplacer un athlète. Donc sinon, après, tu t'en sors pas, quoi. Et, mais bon, quand tu vois que ces athlètes-là, ils sont obligés de négocier ça, c'est un peu inquiétant, tu vois. Ils se revendiquent professionnels, mais ils en sont à négocier ces prix de déplacement avec les orgas. Est-ce que c'est vraiment aux organisations de payer ça, quoi? C'est pas à leur team, c'est pas à leur partenaire. Qui sait pas? Pourquoi est-ce que du coup, ils vivent sur le dos des organisations? Et les organisations, eh ben, ils vont le faire payer au corps lambda qui est inscrit à côté d'eux, quoi. Il y a tout un tas de choses qui sont un peu dérangeantes quand même, tu vois. Les marques et tout ça, et ils montent des teams, des machins, mais les moyens, ils sont en fait dérisoires, quoi. Alors justement, c'est aussi un message fort, c'est un message politique presque que vous faites passer aujourd'hui. C'est-à-dire c'est aussi un message contre la société libérale, la société capitalistique, qui finalement ne vous convient peut-être pas et vous faites retranscrire à travers cette décision ce message d'une société que vous voulez peut-être différente. Oui, bien sûr. Sauf que bon, on n'a jamais eu d'engagement politique et la Skyrun ne doit pas intervenir dans la sphère politique. Mais oui, tu as bien résumé. Moi, je suis totalement contre ce monde à deux vitesses et ce monde de l'argent gouverné par l'argent. C'est insupportable. Mais bon, ça, c'est un autre domaine. Non, non, mais c'est important d'en parler parce que c'est vrai que c'est aussi peut-être un cri d'alerte que vous voulez exprimer sur pourquoi pas le monde du trail d'un côté, mais aussi le monde du sport. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi des Oui, messages politiques à faire passer que si on veut avoir des champions de demain, notamment, tu le disais tout à l'heure aux Jeux Olympiques et tout, faut pas oublier, faut pas négliger les fondations, le socle du sport en France. Et ce sport en France, il doit rester associatif sans doute. oui, associatif, il faudrait qu'il y ait des moyens pour le sport à l'école. Le sport, avant tout, c'est la santé. Et on est dans une société qui est malade. Donc, tu vois, nous, on parle de sport de haut niveau, ça touche une poignée. Après, derrière, on a vraiment des problèmes de santé publique. Et le sport ne devrait pas être un sport de vitesse ou pas accessible qu'à une poignée de la population. Donc ça, c'est des débats encore plus vastes. Mais moi, en tant que prof de PS, je le vois au quotidien. Les jeunes, c'est une catastrophe. Le niveau sportif, l'appétence pour les activités sportives, pour l'effort, c'est une catastrophe. Mais ça, c'est un problème sociétal. La Scarune n'a jamais voulu mener un combat qui est quelconque. Là, on arrête et effectivement, on fait un constat sur pourquoi on arrête. Et le constat, il est un peu affligeant hein, sur tous ces domaines-là, quoi. Pas que sur l'argent, finalement. Et justement, avec cette casquette de professeur de PS, t'as pas réussi à motiver tes jeunes à venir un peu plus sur la course à pied. Est-ce que tu as vu cette lente dégradation, puisque vous avez commencé la course 5 ans avant le Covid, vous l'avez terminé quasiment 5 ans après, vous avez pris le Covid en pleine face. Tu as vécu cette transformation et cette, euh, cette oisiveté des jeunes? Ah oui, moi je la constate au quotidien. Pour les faire courir un peu régulièrement, parce que je m'y tiens et que ils détestent ça, donc forcément ça leur plaît pas, mais tu verrais le niveau de performance général des gamins de collège ou de lycée professionnel, c'est inquiétant. On s'imagine pas du tout. Hein. Après, nous, à 2 heures par semaine hein, de PS, on n'a aucun pouvoir, hein, on fait rien. S'il faudrait nous mettre des moyens, des triples ou quadruples, c'est surtout un problème d'éducation et c'est ce qui se passe en dehors de l'école, hein, sur lesquels il faut faire des efforts. On va passer à un dernier sujet qui, je sais, te tient à cœur aussi. C'est sur l'évolution de la discipline en général, sur l'évolution on va dire, de ce marché du trail, des circuits. Quelle vision tu portes globalement sur l'évolution du trail running, de sa marchandisation, de sa professionnalisation depuis à la fois 2020 quand tu as commencé du côté des Templiers, mais aussi depuis 2014 et maintenant en 2024, on est aux portes
presque 2030 et quel regard tu portes? Ouais, je trouve que c'est un gros merdier le truc. Et que ça fait 15 ans que ça dure, qu'il y a des circuits de partout qui s'inventent, qui se transforment, qui se ferment, d'autres qui renaissent. On est quand même sur un sport qui a une gestion très très particulière, qui doit ressembler un peu à celui de la boxe, là, avec toutes ces fédérations et toutes ces ceintures différentes. Hein. Mais du coup, on n'arrive pas à savoir vraiment là, à trouver une unité où on pourrait vraiment faire un sport avec une vraie élite. Après, moi, je m'en fous parce que c'est pas ça que je veux. Donc, si tu veux, moi, je vais pas pousser à ça. Mais j'ai l'impression que ça n'a pas de sens, quoi. Et qu'on a des circuits où ils vont se diviser les athlètes et où chaque athlète va trouver ses intérêts à l'un ou à l'autre, des intérêts financiers, pas des intérêts sportifs, quoi. Donc, là, je te parle de deux circuits phares, les World Series et les Skyrunning, où ils ont mis des gros paquets d'argent récemment. Et en fait, en gros, chaque circuit a son lot d'athlètes. Bon, t'as peut-être un circuit qui est un peu plus relevé que l'autre, mais quand même, à un moment donné, ils se confrontent jamais, quoi. C'est affolant, quoi. Parce que chaque circuit finance les déplacements, les prize money, et que chaque athlète, il vit sa belle vie dans son circuit, quoi. Et d'une année sur l'autre, il peut changer de circuit. Oh, peut-être cette année, je fais celui-là. Oh, cette année, je vais faire l'autre. Bon, mais il profite, quoi. Mais sportivement, quelle est la vraie valeur du truc? Tu sais plus, quoi. Comparativement au vélo que tu connais bien, ou même à d'autres univers comme peut-être le ski ou le tennis, est-ce que tu penses qu'il manque aujourd'hui d'un élément fédérateur, d'une fédération type UCI, qui puisse fédérer le sport et justement l'organiser pour éviter cette évasion, tu le dis, alors tu partais des World Series, j'imagine que c'était les Golden Trail World Series Oui, de oui, oui. Salomon. D'un autre côté, le skyrunning, qui existe depuis aussi très longtemps. Est-ce que tu penses qu'il manque aujourd'hui d'une instance, d'une autorité qui puisse réguler à la fois les organisations de courses, les différents championnats, mais aussi la professionnalisation des athlètes, leur carrière et leur après-carrière? Ouais, je sais pas si ça apporterait que du bon, hein. Non, je sais même pas, en fait. Je pense pas. Regarde la FFA et son fonctionnement. Tu prends, là, je te parle d'athlétisme, hein. Quand tu vois l'équipe d'athlétisme olympique, je pense pas qu'ils soient quand même vraiment aidés à 200% par leur fédération, quoi. T'entends que même les athlètes de niveau olympique se plaignent de leur fédération. Donc tu te dis quand même qu'à un moment donné, c'est pas ça la solution non plus, quoi. Donc, est-ce que le sport professionnel résout les problèmes? Mais pour moi, non. Le sport professionnel ne fait que créer des problèmes. Donc, ça revient au point de départ. Je suis pas pour. Je suis pour aider l'athlète, mais je suis pas pour le sport professionnel. Cet argent n'ira pas en premier aux athlètes. Ça sera les derniers servis. Toujours. Alors, les derniers servis, mais on va venir aussi sur un sujet qui parfois t'irrite, celui des UTMB World Series, que tu n'as pas abordé et qui fait partie aussi du paysage aujourd'hui, puisque tu as été un des premiers coureurs à aller chercher un top 10 sur l'épreuve. Aujourd'hui, un top 10 à l'UTMB, c'est énormément valorisé, ça se monnaie dans un team. Il y a aussi des primes, puisque l'UTMB avait multiplié, je crois, par 2 cette année ses primes. Quel regard tu portes sur ce circuit qui, lui, mondialise la discipline, mais qui aussi permet sans doute à des gens dans plein de pays du monde de découvrir ce qu'est le trail running? Bah, je sais pas si c'est le circuit qui permet aux gens du monde entier de le découvrir ou si c'est le circuit qui s'approprie les courses du monde entier. Moi, je suis hyper critique par rapport au modèle qui est en train de se développer. J'ai rêvé de l'UTMB, j'ai fait l'UTMB, j'en ai des souvenirs incroyables. Et je me demande comment ça a pu devenir une espèce de machine à ce point. Pourquoi ne pas être resté sur le modèle initial? Le tour du Mont Blanc, il est magnifique. Tu fais le tour de ce massif qui est reconnu mondialement. Tu traverses ces 3 pays. Le GR, le parcours, il est reconnu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, pourquoi avoir créé 10 courses sur la semaine qui fait déplacer un monde hallucinant et qui est ingérable pour les gens de là-bas? Pourquoi créer maintenant un circuit de courses qualificatives obligatoire pour tous les athlètes sur des courses qui n'ont aucun sens pour la plupart, sauf le fait qu'elles aient acheté le label et qu'elles l'aient payé à un prix démesuré? J'ai pas les chiffres, je suis pas dans les tuyaux, mais il y a des courses inconnues ou qui sont créées exprès, qui obtiennent ce label UTMB, qui n'ont aucune reconnaissance, aucune émotion particulière, mais que les coureurs vont devoir obligatoirement se taper pour se qualifier, et que tu vas pas avec le cœur sur ces courses-là, quoi. Tu vas juste pour te qualifier. Ah. Et ça me gêne
profondément, mais vraiment. Et du coup, ça tue toutes les courses d'à côté qui avaient une histoire, qui avaient des valeurs, qui avaient des. Ah, on va tuer le système. Donc là, vraiment, je suis vraiment très remonté contre ce circuit. Et là, t'es sûr et certain que tu ne m'y reverras jamais. T'as vraiment le sentiment que ce modèle est en train de faire du mal au milieu du trail? Mais prends l'exemple tout récent du Ventoux. Il y a une course qui existe depuis des années, qui est reconnue, qui a été l'une des courses les plus denses au niveau international sur certaines éditions, l'épreuve de Serge. Et là, ils sont en train de se faire prendre la place par une course qui n'existait pas, ou qui a fusionné avec je sais pas qui va se mettre à côté 15 jours après. Je, et je souhaite pas de malheur à Serge, mais je crois que le système va écraser tout, quoi. Et que ils iront petit à petit, au fil des ans, sur la course d'à côté. Et que les nouvelles générations qui vont arriver se rappelleront pas du Trail des Ventoux de Serge Olin. Et eux, ils verront la pastille UTMB, ils iront à côté. Les anciens, comme nous, on se rappellera. Mais les années vont passer et le système va écraser le truc. C'est catastrophique. Moi j'ai de la peine pour ces organisateurs qui voient un truc débouler à côté de chez eux à grands coups de billets, quoi. Ça fait mal au cœur. Alors justement, si on se projette un petit peu plus loin, tu vois comment la discipline en 2030? Eh ben, je la vois pas bien du tout. Parce que j'ai cru voir des articles déjà passés, des gens qui réfléchissent à ce que le trail devienne un sport olympique. Non, mais à quel moment tu peux avoir cette idée-là, quoi? Hormis avec des intérêts économiques. Je veux dire, l'olympisme, c'est l'argent, c'est le business. Et tu peux pas aimer ton sport pour aller là. Il faut aimer l'argent, mais il faut pas aimer le sport. Les sports qui sont devenus olympiques, regarde ce qu'ils sont devenus. L'escalade aux yeux des grands publics, c'est monter un mur artificiel avec des couleurs. Mais l'escalade, c'est pas ça. Je veux dire, l'escalade, c'est aller dehors. Et le ski alpinisme, je veux dire, ils vont courir en collant avec des sacs à dos sur une piste rouge avec des drapeaux. Mais les gens qui vont découvrir ça, les nouvelles générations, c'est ça le ski alpinisme. Mais non, le ski alpinisme, c'est la pyramida. C'est aller en montagne, c'est aller faire des sommets, faire des couloirs, enfin, en pleine nature. Mais le trail, il va devenir quoi? Non, j'ai peur pour mon trail. J'ai mal à mon trail. C'est ce que j'avais écrit, je crois, au mois de mars. Mais non. Et je crois que le virage, il est inéluctable. On y va droit dedans. Est-ce que toi, tu vas continuer justement à courir, à aller sur des épreuves? Alors, on a compris que sur Chamonix, tu viendrais sans doute pas courir une épreuve de l'UTMB, peut-être plus forcément le Grand Raid non plus, même si tu m'avais dit l'an passé que tu avais le projet d'y aller cette Yes. année. Alors, c'est peut-être reporté. Est-ce que tu vas aussi arrêter la compétition tout simplement pour dire non à ce système? Bah, je fais 2 courses par an. Voilà. Je les choisis bien. J'aime encore. Je m'entraîne toujours autant qu'avant. Par contre, je pense que je suis aussi compétitif qu'avant. Mais bon, quand tu t'entraînes, que tu fais que t'entraîner, personne ne le sait, hein. Mais moi, j'aime juste l'effort. En fait, moi, je peux manquer une séance de 30-30 tout seul sans objectif. Ça me pose aucun problème. Au contraire, je me sens vivant quand je m'entraîne. Aller faire une sortie vélo, et se tirer la bourre à les copains et s'arracher dans une bosse, je le ferai toujours. J'ai une course de cœur là quand même, c'est la Travesera des Picos d'Europa qui est pas très connue, mais où on a vraiment ce mélange de course authentique et de niveau quand même assez dense. Donc je l'ai faite cette année, il y a des chances que je la refasse. Et après, je trierai quoi, mais je vais pas en faire beaucoup, hein. Et puis bon, j'ai 44 ans, hein. J'ai fait 25 ans de trail. J'ai fait mon temps, hein. Tu profites plus de la montagne aujourd'hui que des dossards. Ah oui, oui, bah, je crois que j'ai fait 200 000 mètres de dénivelé cette année. Tu vois, c'est correct, hein. Donc, si tu veux, la montagne, elle sera toujours là et il y aura encore de belles choses à faire. On va arriver au terme de cet épisode, Nico. De toute façon, on va te revoir hein, en montagne ou sur les réseaux sociaux, parce qu'on peut te suivre facilement. Oui, oui, Euh, mais même ce que je disais, c'est que voilà, même tous les prestataires que je critique maintenant, mais au fil des ans, on est devenus amis. Donc, en fait, si tu veux, la casquette de prestataire, elle va s'enlever et on va quand même se revoir, toi y compris. On a toujours dit qu'on irait faire l'osso, je t'amènerai à l'osso un jour. Donc, non, il y a aucun problème avec ça. J'arrive à dissocier les casquettes et même si j'ai critiqué un petit peu certains, mon ami speaker Robin qui s'est senti attaqué quelquefois, je le reverrai et on refera et on reboira des bières ensemble sans aucun problème. pour terminer, si tu devais retenir une anecdote ou une image de ces 10 ans de Skyrun, ça serait laquelle?
Alors, c'est pas une en particulier, mais c'est forcément tout ce monde mélangé sous la halle d'Asquin à partir de 22h, quoi. Ces soirées improbables de 2014 à 2024. Voilà, ça c'est quand tu sors la corde et que tout le monde se jette sur la corde pour tirer dessus, on n'oubliera jamais, quoi. Il y a qu'à Asquin qu'on a vu ça. Est-ce que la Skyrun aurait été différente sans Nico Darmaillac? Je pense qu'elle aurait pas été du tout, mais je n'en sais rien. En tout cas, j'ai mis tout ce que j'avais dedans et que c'était totalement à mon image et que je me suis investi à 3000% avec passion et que si c'était à refaire, je le referais parce que j'ai vécu 10 années totalement incroyables avec des rencontres incroyables, des moments partagés avec mes amis dont on se souviendra toujours et donc y a rien à jeter. Alors certains, samedi soir, sous cette halle, alors qu'il pleuvait dehors, mais la fête battait son plein, certains disaient ouais, pourquoi pas une édition anniversaire dans 5 ans ou en 2030. C'est une probabilité? Là, aujourd'hui, non, absolument pas. Mais t'imagines, tout arrêter et reprendre tout à zéro, mais c'est un boulot monstrueux. Enfin, je veux dire, Skyrim 2024 est devenue ce qu'elle est devenue parce que chaque année, tu as une continuité et que tu t'appuies quand même sur l'édition d'avant. Redémarrer à zéro, mais c'est monstrueux. Enfin, ça se fait pas comme ça. Non, c'est impensable à ce jour. Ok, merci beaucoup Nico de nous avoir accordé ces un peu plus de 50 minutes d'entretien. Ça va être quoi le quotidien des prochaines semaines, mis à part la comptabilité et ton retour de prof de gym? Il y a un dossard prévu sur 2025. Le Grand Raid de la Réunion reste un objectif pour toi et ta compagne ou pas? Ouais, l'idée c'était quand même de le faire découvrir à ma compagne. C'était ça pourquoi on en avait reparlé. Maintenant, quand on a vu le budget que ça représentait, puisqu'on a quand même des enfants à amener, on a quand même vite mis ça de côté. Et que du coup, on s'est dit, peut-être plus tard, quand ils seront grands, on ira à deux. Donc là, il y a pas de projet. Mais dès le mois d'octobre, tu peux être sûr que je serai reparti en montagne. Mon copain Laurent m'a envoyé un message ce matin. Dès qu'il y a une fenêtre, on tente un truc. Donc, je serai toujours en montagne. Merci beaucoup Nico, merci pour tout ce que tu as fait pendant ces 10 ans. Je pense que tu as amené une ouverture, un regard, tu as permis à des jeunes d'éclore aussi et ça c'est important. Et puis on aura tous ceux qui écouteront cet épisode et qui ont vécu la Skyrun auront tous forcément des bons souvenirs et vraiment avec aucun regret. Moi je respecte la décision aussi que tu as prise, que vous avez prise. Et puis on aura toujours plaisir effectivement à se revoir en montagne ou ici, parce que même si tu veux pas faire l'UTMB, tu es le bienvenu pour venir dans les Alpes et je sais que tu aimes bien venir voir la neige et les glaciers l'été. Donc avec Voilà. plaisir pour se revoir très bientôt et je pense aussi qu'on arrivera à s'appeler de temps en temps parce qu'on passait aussi de sacrés moments à refaire le monde ensemble au téléphone. Merci Nico. Allez, merci Fred surtout pour ces 10 ans. C'est top. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.